Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Histoire criminelle. Au sommaire de notre dimanche, les viols de Gisèle Pelicot auraient-ils pu être évités? La réponse est oui, depuis la publication ce matin d'un rapport de l'Inspection générale de la justice. Rapport qui pointe que la police savait dès 2010 que Dominique Pelicot était un criminel sexuel. Cela veut dire que cela aurait pu éviter les viols de Gisèle Pelicot et peut-être d'autres crimes. Pourquoi rien n'a été fait en 2010 à cause d'un simple courrier perdu? On va vous raconter tout cela, incroyable, dans un instant. Et puis, cette semaine, le parquet de Bordeaux a demandé le renvoi aux assises de cet homme, David Daoufa. Il est le suspect numéro 1 dans le meurtre des époux Muller, Jean-Claude et Sylviane Muller, sauvagement assassinés au sein même de leur domicile près de Bordeaux en décembre 2019. David Daoufa était le voisin de ce couple, un voisin comme les autres, sauf que c'était un voisin assassin, un voisin obsédé par Sylviane Muller. Natacha Muller sera sur le plateau dans un instant pour nous livrer sa première réaction. Et puis une invitée exceptionnelle ce dimanche. Nous allons recevoir la patronne de la police scientifique. Christelle Circoupet nous dévoilera les coulisses de travail des experts des affaires criminelles au cold case en passant par les affaires de terrorisme. Comment les experts de la police nationale parviennent à rendre visible l'invisible. Christelle Circoupet sera notre invitée dans un instant. Soyez les bienvenus dans Histoire criminelle, chapitre 18. Tout de suite, le fait de la semaine. Et le fait de la semaine se résume en une question finalement assez simple. Les viols de Gisèle Pelicot étaient-ils évitables? Auraient-ils pu être évité? Eh bien, la réponse depuis ce matin, c'est oui. Le calvaire de Gisèle Pelicot aurait pu être évité. C'est la conclusion d'un rapport de l'Inspection générale de la justice. C'est ce qu'on va vous raconter avec Alexandra Guillet. Bonjour Alexandra, bonjour. Du service police-justice de TF1 LCI, et Guillaume Fard. Bonjour Guillaume, consultant TF1 LCI. Cette histoire, elle est juste incroyable quand on lit, quand on découvre ce matin ce rapport qui, Alexandra, avait été demandé par le garde des Sceaux sur l'affaire Pelicot dans son ensemble. Pourquoi est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le calvaire de Gisèle Pelicot aurait pu être évité? Alors déjà peut-être pour rappel, l'affaire dite des viols de Mazan, le calvaire donc subi pendant 10 années par Gisèle Pelicot, il a débuté en 2011. Or, il ressort des investigations aujourd'hui, en fait, que Dominique Pelicot aurait probablement pu être neutralisé dès 2010. Pourquoi? Eh bien, parce que cette année-là, il avait été surpris en train de filmer sous les jupes de clientes dans un supermarché en Seine-et-Marne. Il a été placé en garde à vue. Il a écopé d'une amende à l'époque, mais surtout à l'époque, on lui avait prélevé son ADN. Or, il ressort que quelques mois plus tard, eh bien, cet ADN, il va être passé dans le fichier des empreintes et il va matcher. Il va matcher avec une affaire de tentative de viol qui a eu lieu encore plus tôt, en 1999. Cette affaire, eh bien, ce rapport, la police scientifique va le transmettre à la justice. Pourtant, rien ne va se passer. Pendant 12 ans, eh bien, il ne sera pas inquiété. Alors là, on a besoin d'explications. Comment, en 2010, on peut avoir un individu qui filme sous les jupes de femmes, dont on a remonté le passé criminel et on découvre qu'il avait été mis en cause dans une affaire de tentative très violente de viol, et on prévient la justice, mais il ne se passe rien, il est où le cafouillage? Eh bien justement, c'est tout l'objet de ce rapport qui a été demandé, vous l'avez dit, par le garde des Sceaux. Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'il y a pu avoir eu dysfonctionnement? En fait, ce rapport, aujourd'hui, il pointe plusieurs éléments. D'abord, à l'époque, le parquet qui gérait cette affaire était en pleine restructuration. Donc, il y avait, c'est écrit noir sur blanc, des pertes de pièces qui pouvaient parfois être constatées. Et puis surtout, on comprend que le courrier envoyé par la police scientifique était envoyé par lettre simple au tribunal. Les policiers qui ont fait cette enquête, qui ont fait le rapprochement, ils envoient un courrier papier comme je vous enverrai une carte postale et ils disent à la justice, tiens, vous devriez regarder le cas Pelicot. Oui, ça peut paraître fou, surtout quand on comprend l'aspect crucial des éléments qui peuvent être contenus dans un tel courrier, mais surtout, ce rapport d'ailleurs, il révèle aussi que ce système d'envoi de courrier simple, dont on n'a pas du coup réussi à tracer s'il était un jour parvenu au tribunal, eh bien, perdurait encore jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, on apprend en même temps que ce rapport est remis, eh bien que le garde des Sceaux a demandé à tout ce que cela change et dès le mois prochain, eh bien sera mis en place un nouveau système, nous annonce-t-il, de manière informatique, c'est-à-dire que désormais ce seront des rapports qui seront
obligatoirement transmis par voie numérique sécurisée quand on parle de rapport de rapprochement d'empreintes ADN. C'est totalement fou parce qu'on va discuter avec vous de ce que ça veut dire pour Pellico et peut-être pour d'autres dossiers. Mais d'abord, Guillaume, quand on lit avec attention ce rapport, on parle de manquement et on dit qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Je pense que pour tous ceux qui écoutent et qui découvrent cette histoire, ça semble complètement lunaire. Oui, parce qu'en fait, Alexandra l'a très bien expliqué, l'envoi, c'est un envoi courrier classique. En cela, il y a possiblement un manquement, mais encore faut-il l'établir. Et comme il n'y a jamais eu la preuve que ce courrier papier simple, postal, a bien été réceptionné, on ne peut pas imputer aux agents du tribunal de Meaux un manquement lourd en disant vous avez reçu une information cruciale, vous n'en auriez pas tenu compte. En fait, pour leur reprocher cela, il faut pouvoir démontrer, ça reste quand même un régime probatoire, ça reste du droit, il faut pouvoir prouver qu'ils ont effectivement eu connaissance de cette information. Or, comme la procédure c'était une simple lettre, cette lettre a pu être perdue, a pu être égarée, mais ça on n'arrive pas à le prouver, il y a une présomption mais il n'y a pas une preuve matérielle, et donc on ne sait pas dire, en tout cas c'est ce que dit le rapport, si effectivement ce courrier a été lu et qu'on n'a pas tenu compte de son contenu, ou alors est-ce qu'il a été simplement perdu, ou bien même est-ce qu'il n'est jamais arrivé, parce que la Poste aurait très bien pu aussi égarer cette lettre. Il n'y a pas de trace, il n'y a pas d'accusé de réception, il n'y a pas de suivi, c'est pas un courrier suivi, c'est un courrier simple. Et donc c'est pour cela, et Alexandra le disait à l'instant, que le garde des Sceaux a décidé que dorénavant, et en 2026 c'est pas scandaleux, on allait abandonner le papier et basculer sur une plateforme numérique avec des téléchargements sécurisés où l'ensemble de ces informations seront désormais centralisées, accessibles à ceux. Je voudrais qu'on tire les conséquences de cette affaire. Le ministère de la Justice l'a fait, puisqu'ils annoncent dès aujourd'hui des changements. Mais sur le dossier Pellico, Alexandra, ça veut dire qu'on parle des viols de Mazan, mais de 2011, début des viols de Mazan, jusqu'à 2020 que Dominique Pellico soit interpellé. Il y a peut-être eu d'autres victimes de Dominique Pellico, parce qu'on sait que son parcours criminel est beaucoup plus complexe, qu'il est lié à d'autres affaires même plus anciennes. Oui, complètement. Alors il faut le rappeler, Dominique Pellico, dans cette affaire des viols de Mazan, il a été condamné. Mais il est également mis en examen en parallèle dans 2 autres affaires. Donc cette histoire de tentative de viol en 99 dont on vient de parler avec ce fameux courrier qui s'est perdu, et aussi pour le viol et le meurtre de Sophie Marne, c'était en 1990. Mais au regard de son profil, évidemment, il y a une question centrale que tout le monde se pose, à commencer par la justice et les enquêteurs, c'est cet homme qui a aujourd'hui 73 ans, est-ce qu'il a eu fait d'autres victimes dans son parcours de vie. Et justement, on a appris cette semaine qu'un juge d'instruction du pôle Cold Case de Nanterre, avait décidé d'examiner désormais en profondeur tout son parcours de vie à Dominique Pellico. Alors ça consiste en quoi, grosso modo? Vous savez qu'en général, quand on a un crime, on part d'un crime et puis de ce crime, on essaye de remonter jusqu'à son auteur. Là, le processus est totalement inversé, c'est-à-dire qu'on a face à nous potentiellement un criminel en série qui est déjà impliqué dans plusieurs dossiers, et désormais ce juge d'instruction, aidé par les enquêteurs, il va retracer tous ses lieux de vie, ses différents domiciles, ses différents lieux de travail, ses lieux d'habitude, toutes ses fréquentations, et puis il va en parallèle voir si dans tous ces lieux où il avait l'habitude de se rendre, il y a eu à un moment donné, à des dates concordantes, des éventuelles disparitions de personnes ou des crimes qui ont pu être commis et qui restent à ce jour non élucidés. Alors c'est un travail qui a été annoncé cette semaine, qui a déjà quand même un peu démarré pendant l'instruction, évidemment, du dossier des viols de Mazan, mais qui va prendre du temps et qui va donc prendre une toute autre ampleur à partir de maintenant. On voit à quel point ce simple courrier perdu peut avoir des conséquences terribles, parce que Dominique Pellico a peut-être fait des victimes qu'il n'aurait pas fait s'il avait été neutralisé dès 2010. Guillaume, terrible. Est-ce que ça veut dire que dans d'autres affaires, il peut s'être passé exactement la même chose et qu'on a peut-être un tas d'autres affaires dont on ne saura jamais la vérité, dont on ne connaîtra jamais les victimes, parce qu'un courrier, un jour, n'est pas arrivé dans un tribunal? Oui. Et non à la fois. Oui, parce que cette procédure classique d'envoi de courrier fait que des courriers ont pu être égarés, et parce que les procédures de réception et de traitement de ces courriers pouvaient différer d'une juridiction à l'autre, d'un tribunal à l'autre, d'un parquet à l'autre. Chaque tribunal pouvait avoir aussi ses habitudes. En cela, on peut répondre oui. Là où on est quand même tenté de nuancer ce oui, c'est pour ça que je dis oui et non, c'est aussi que dorénavant c'est centralisé, ça va se terminer par une plateforme numérique unique, et que donc si des personnes figurent
au fichier, notamment des délinquants sexuels ou des empreintes génétiques qui ont été relevées sur des scènes de crime, et que par ailleurs ils sont mis en cause dans d'autres affaires, les rapprochements pourront ainsi être faits. Donc, dans le pire des cas, on aurait perdu beaucoup de temps. Effectivement, un peu comme dans l'affaire Pellico, au final, on finit par le retrouver. Beaucoup de temps, c'est peut-être beaucoup de victimes. Exactement, mais c'est aussi beaucoup de victimes. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais effectivement, on aurait pu sans doute mieux faire plus tôt. Incroyable. Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces explications. Merci Alexandra. Guillaume, on se retrouvera tout à l'heure pour le viseur avec des images inédites qu'on va vous dévoiler dans Histoire criminelle. Images inédites du CAS du Louvre. Caméra de vidéosurveillance à l'intérieur de la salle où ça s'est passé. Vous allez voir les braqueurs à l'œuvre. Ce sera à 15h avec Guillaume. À tout à l'heure. Guillaume, pour l'instant, nous, on va se plonger au cœur de l'enquête. Et l'on se plonge ce dimanche au cœur d'une enquête désormais clôturée et pour laquelle le parquet de Bordeaux a requis le renvoi aux assises cette semaine de David Daoufar. David Daoufar qui est le suspect numéro 1 dans le meurtre des époux Muller, Sylviane et Jean-Claude Muller. Ce couple qui vivait juste à côté de Bordeaux et qu'on a retrouvé sauvagement assassiné au cœur même de leur pavillon. C'était quelques jours avant Noël, en décembre 2019. Il y a donc un homme au cœur de cette enquête. Cet homme, je vous le disais, il s'appelle David Daoufar. À quoi ressemble David Daoufar ? Eh bien, un voisin lambda. David Daoufar, c'est cet homme, regardez bien, un homme comme les autres, un voisin qui vivait juste en face des époux Muller. Sauf qu'aujourd'hui, on se demande si c'est un voisin assassin, un voisin obsédé. C'est cette enquête qu'on va reprendre avec nos invités. Natacha Muller, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la fille de Sylviane et de Jean-Claude Muller. Vous menez ce combat avec votre autre sœur, Margot, depuis 2019, pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir qui s'en est pris aussi violemment. On va la raconter à vos parents. Merci d'être là et du courage qu'il vous faut depuis toutes ces années pour avoir une vérité pour vos parents. Et puis vous êtes soutenu dans ce combat par votre avocat, Maître Arnaud Dupin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous suivez ce dossier depuis le départ et vous avez eu cette première victoire cette semaine, ce réquisitoire définitif avec cette demande de renvoi aux assises de David Daoufar. C'est la première étape avant le procès, on va en parler parce qu'évidemment, avec ce réquisitoire définitif, c'est la perspective d'un procès contre David Daoufar. Comment vous réagissez à ce procès qui pourrait venir ? Vous l'attendez, vous le redoutez, comment vous le vivez ? On l'attend avec impatience. C'est un besoin de vérité ? Un besoin de vérité et aussi ça nous permettrait de tourner une page. C'est compliqué de faire un deuil, vous allez nous le raconter, quand on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est très compliqué, oui. Parce qu'on se pose beaucoup de questions, on vient à soupçonner autour de nous, à regarder les gens de travers parce qu'on se dit pourquoi ce serait pas lui ou autre. Et c'est très compliqué, oui. Le meurtre de vos parents était effectivement en plus particulièrement dur. Et puis il n'y avait aucune raison. C'était quelque chose au sein de leur foyer. C'est pas, on n'a pas voulu leur voler quelque chose. Vous allez nous raconter tout ça. C'est évidemment terrible. Mettre ce procès, on peut l'espérer pour 2026, pour 2027. On a une idée des dates ? Alors c'est pas une victoire, hein, c'est une étape, le réquisitoire définitif. La victoire, c'est surtout le jour où il y aura une vérité qui pourra être, je l'espère, pour ces jeunes filles et toute la famille, un soulagement. Évidemment, nous avons des étapes. Les étapes, a priori, il faut attendre la décision du magistrat instructeur. Pour l'instant, la personne mise en examen est encore présumée innocente et il a encore la possibilité, une fois que le magistrat instructeur rendra son ordonnance, très probablement, alors c'est un délai indicatif, mais c'est un délai de 10 jours, comme il y a de la détention provisoire, ça risque d'aller assez vite. Et ensuite, il a la possibilité de faire appel devant la chambre de l'instruction, une fois qu'il peut même faire un pourvoi en cassation. Donc pas avant 2027 ? A priori, non, pas avant 2027. Ce que l'on sait, c'est qu'à partir du moment où le titre de détention est ordonné avec le renvoi devant la cour d'assises, c'est dans un délai d'1 an que cela doit intervenir. Donc si on a une ordonnance aujourd'hui, la chambre d'instruction a 4 mois, on peut espérer sur le premier trimestre 2027 qu'il y ait un procès devant une cour d'assises. Et c'est là, c'est important de parler de cette chronologie parce que 2027 c'est très loin et ça aurait pu aller beaucoup plus vite. C'est ce qu'on va aussi comprendre à travers votre histoire. D'abord, parlons de vos parents, si vous le voulez bien. Natacha, c'est une façon aussi de leur rendre hommage pour vous. Ils étaient comment, Sylviane et Jean-Claude ? Ils étaient parfaits. C'était des gens qui avaient le cœur sur la main,
Votre maman, elle avait une passion pour les petits bulldogs français. Oui, on avait son élevage. D'ailleurs, celle qu'on a vue sur la photo, c'est une des dernières qu'elle a gardées et que j'ai moins récupérée par la suite. Et puis votre papa, il était drôle. Voilà. Vous avez souvent dit ça. Oui. Beaucoup de réparties, toujours dans l'humour, toujours le mot pour faire rire. Voilà. Il y avait donc vos parents, votre sœur Margot, vous, cette vie de famille, chacun construisait. Vous aviez eu déjà en 2019 un premier enfant. Et puis on va remonter au 15 décembre 2019. C'est ce jour terrible pour vous, évidemment. Votre sœur Margot va aller, on est le week-end, dire bonjour à vos parents. Elle habite pas très très loin. Elle va aller les voir et puis elle va vous appeler. Oui. Elle va vous passer un coup de fil. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? À ce moment-là, elle me dit que papa et maman ont été tués. Je réalise pas, en fait, je n'y crois pas. Donc, elle me le dit 2 fois. Je lui dis, j'arrive, je raccroche, je veux pas y croire, donc j'appelle les pompiers. Je leur dis ce que ma sœur m'a dit, mais je leur dis que c'est pas possible, donc il faut vite rappliquer et je leur donne l'adresse et on se rend directement sur place. Vous vous dites ils sont blessés, elle mélange les choses ? Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, c'est pas possible. Ils peuvent pas. Enfin, peut-être qu'ils se sont. Enfin, j'avais imaginé qu'éventuellement ils s'étaient embrouillés et qu'il y avait eu une bagarre. Alors, en soi, voilà, on veut pas croire. Donc, on imagine même des choses qui sont. Oui, ce serait pas produite en finalité parce que je les aurais même pas vus se mettre sur la figure. Mais on imagine ça parce qu'on veut pas croire à ce qu'on nous dit. Donc vous allez aller sur place, vous allez retrouver Margot, la police va arriver, les pompiers sont là. Maître Margot, la sœur de Natacha, est arrivée donc en premier. Elle est arrivée dans une maison où la porte était entrouverte. Elle rentre, il y a un sapin qui clignote encore, il y a le petit bulldog dont on parlait de votre maman qui l'accueille, et puis qui l'entraîne en fait au fond du couloir vers la chambre de Jean-Claude et de Sylviane. Et là, Margot va découvrir l'horreur, parce que cette scène de crime, elle est horrible. Ah oui, elle est plus qu'horrible. Elle est assez saisissante d'ailleurs parce que vous avez 2 corps sans vie. Il y a Jean-Claude Muller qui a reçu au moins 16 coups de couteau dans le thorax. Sylviane Muller a reçu beaucoup de coups de couteau. On a quand même des signes très étonnants parce que on a une dissection des seins. Et on va retrouver un babyphone introduit dans son vagin. Donc on a vraiment une scène criminelle qui est d'une rare violence, d'une rare barbarie immédiate. Donc c'est vrai que ça pose tout un tas de questions, sans bien même à se poser la question de savoir si un humain est capable d'aller aussi fort dans le crime. En fait, c'est 2 personnes, ça veut dire qu'il y a eu une lutte à un moment donné, il y a eu une première personne, donc on le sait que c'est Monsieur Muller qui est décédé le premier, égorgé, et ensuite il y a eu Madame Muller qui est passée, quoi. Donc c'est extrêmement toutes violent. Les hypothèses. Il y a une cellule d'enquête qui va être créée immédiatement. On prend le sujet très au sérieux. Une cellule qui s'appelle Homison, homicide à Ison, c'est le village où vivent vos parents, qui est créé. Quelles sont les premières pistes ? Parce que vu la scène que vous décrivez, on voit bien qu'on n'est pas sur des individus qui seraient venus voler un portefeuille ou voler une voiture et ça serait mal passé. Il y a autre chose. Alors c'est toutes les hypothèses. Et c'est la problématique. Bon, c'est la technique des gendarmes. On ouvre toutes les portes. Tant qu'on les a pas refermées, on les laisse ouvertes. Donc on va travailler dans l'environnement d'abord. Alors évidemment, c'est particulièrement douloureux pour les enfants parce qu'on a travaillé dans leur propre environnement. On est allé jusqu'à prélever tout de suite leur ADN, on prélève l'ADN de leurs compagnons, on prélève l'ADN de tous leurs proches. Donc déjà, ça fait régner un poids extrêmement dur parce qu'on se dit, est-ce que l'assassin n'est pas parmi nous ? Ça, c'est quand même d'une grande violence parce que vous avez même pas la possibilité de faire le deuil et que déjà vous avez une espèce de climat ambiant de suspicion. D'autant que, je vous redonne la parole, mais c'est important ce que vous dites. Il n'y a pas eu d'effraction, on vous dit au début. Et donc, vous vous dites c'est quelqu'un qui le connaissait, c'est quelqu'un qui avait les clés. Vous vous dites c'est quelqu'un de la famille ? C'est ce qu'on se dit au début, puisque quand ma sœur est arrivée, elle n'a pas eu à ouvrir, enfin c'était ouvert. Ouais. Donc c'est ce qu'on se dit effectivement au début, qu'il n'y a pas eu effraction, qu'ils avaient forcément ouvert à quelqu'un qu'ils connaissaient. Et c'est terrible parce que c'est tous les gens que vous avez aimés, que vous connaissez, dont vous devez douter. Exactement. On se dit que on doute de l'entourage, des amis, des proches. On doute de tout le monde, oui. Maître.
Ensuite, on va travailler sur l'environnement, c'est-à-dire les amis. Donc, il y a certaines personnes qui ont été proches, qui ont eu des incarcérations. Donc, on pense toujours à ce milieu-là. On a travaillé sur la drogue. Ensuite, il y a eu le fantasme de tout ce qui pouvait être sexuel par rapport à une sexualité déviante du couple. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait supporter aux enfants la possibilité que sa mère avait pu rechercher finalement ce qui lui était arrivé en s'exposant à outrance. Puis ensuite, quand toutes ces pistes n'avancent et n'amènent à rien, on a juste une semelle de chaussures. On retrouve une chaussure Redskin qui est particulière. C'est important. Sur la scène de crime, on va retrouver deux choses. On va retrouver la paire de chaussures, enfin la trace, l'empreinte de pas taille 44, Redskin. C'est ça. Et puis, on découvre sous les ongles de Sylviane un ADN, parce que visiblement, elle s'est défendue. Un ADN, effectivement, qu'on peut qualifier de défense parce que c'est sous l'ongle. Donc, c'est un mélange d'ADN. Donc, on sait qu'on a une piste à ce niveau-là. Voilà. Après, il y a eu tout un tas de travail sur un éventuel rôdeur. Mais, c'est un rôdeur, mais on sait que c'est potentiellement un homme très, très, très dangereux. Parce que si c'est pour juste par opportunisme qu'on va rentrer et tuer 2 personnes avec la barbarie que l'on a décrite tout à l'heure, ça pose des questions. Et on va évidemment dans l'enquête entendre tout le monde. On va faire une enquête de voisinage, c'est le moins qu'on puisse dire dans votre affaire. C'est-à-dire que tous les voisins qui sont autour vont être entendus. Parmi ces voisins, il y a le fameux David Daoufar qu'on a cité dès le début de cette émission. David Daoufar, c'est cet homme. Il va parler aux médias d'ailleurs. C'est le seul de vos voisins qui, au lendemain du crime, va parler, va dire « ça fait bizarre, c'est le choc, je les connaissais pas très bien, mais ça fait bizarre ». Tout ce qu'il va dire. Il est la maison juste en face de chez vous. Vous le connaissez, cet homme? Vous parlez avec lui de temps en temps? Vous connaissez ses 2 grands enfants? Alors, non, moi je le connaissais pas personnellement. Enfin, non, on connaissait pas personnellement. Ma sœur, elle, connaissait ses 2 fils parce que on allait au même collège. Oui. Mais c'est pas un voisin avec qui on avait de relations. Enfin, on se disait bonjour de loin, simplement. Pas de relation amicale, mais pas d'inimitié non plus. Cet homme, maître, il va être entendu comme tous les autres. Il va être convoqué à la gendarmerie. On va lui demander ce qu'il faisait ce jour-là. On va même lui demander s'il veut bien qu'on prélève sa salive, parce qu'il y a ce fameux ADN sous les ongles de Sylviane. Il dit oui à tout. Oui, il n'a pas le choix. Parce que s'il avait dit non au prélèvement ADN, ça aurait été quelque chose. Il est quand même très en retrait dans sa déposition. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit je les connaissais, elle m'a donné un chien, enfin des banalités quoi. Je suis le voisin parfait, discret, normal, comme on le voit à la télé d'ailleurs. Faut quand même avoir du cran et du courage avec l'horreur de ce qu'il a pu commettre. Le lendemain ou le surlendemain, en fait, cet homme a menti à tout le monde, a menti à sa famille. On y viendra sur le pourquoi du comment il se fait confondre, mais bien évidemment, il va accepter l'ADN. Et l'ADN est mis dans une boîte où il y a une centaine d'ADN. Et là, c'est vrai que ce qui est quand même étonnant et saisissant, c'est qu'on va faire des comparaisons ADN. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on s'est précipité sur l'environnement proche jusqu'à aller prélever l'ADN des compagnons des filles, qui n'avaient aucune suspicion sur eux, mais c'est normal, c'est le travail. On va faire pareil du voisin, et en fait, son ADN va dormir pendant 5 ans. C'est totalement fou. Je précise bien pour nos téléspectateurs, c'est-à-dire qu'on prélève son ADN quelques mois après le drame, et on ne va pas l'analyser, cet ADN. Alors on vous dira, il y a le Covid, on est débordé, il n'est pas prioritaire parce que il a l'air tellement inoffensif comme tous les voisins que finalement c'est pas une urgence. Et ça n'est qu'en 2023, je parle sous votre contrôle, à l'été 2023, qu'on va se dire, finalement il nous reste quelques échantillons qu'on n'a pas testés et on va le tester. Et là on le teste et ça match. Et ça match avec l'ADN retrouvé sous les ongles de Sylviane. C'est surtout ça. C'est que le seul ADN qui était intéressant dans ce dossier, c'était l'ADN qu'il y avait sous les ongles. Et il faut quand même aussi rappeler, parce que des fois, les parties civiles sont des parties à part entière et les avocats sont des auxiliaires de justice, donc on est là aussi pour faire avancer la justice. On s'est retrouvé avec une totale entrave pour avoir accès à ce dossier. Et là où c'est particulièrement regrettable et c'est douloureux, c'est que nous, on voulait apporter notre contribution, mais on ne nous a jamais notifié les expertises ADN. On ne nous a notifié qu'à la fin, c'est-à-dire qu'on ne savait même pas ce qui était fait au niveau de l'ADN. Vous ne saviez pas que ça n'avait pas été testé, on ne pouvait pas avoir accès au dossier.
On a même dû batailler pour avoir accès à l'autopsie. Ça a été un parcours douloureux parce que les enfants, ils ont envie de savoir. Donc, on a nourri, enfin la justice a nourri, et même les enquêteurs, ils ont nourri cette espèce de suspicion. On vous donne pas accès au dossier complètement parce que, bien évidemment, il y a peut-être un risque, la personne est peut-être parmi nous, et on ne nous a pas donné la possibilité de savoir ce qui avait été fait au niveau des ADN. 2023. Et on va découvrir en 2003, après l'arrestation de M. Daoufar, que son ADN 2023, que son ADN était effectivement celui qui était dans le mélange sous l'ombre. C'est vous qui allez être informé. Votre avocat va vous appeler, il va vous recevoir pour vous informer cette nouvelle, parce que vous avez mesuré évidemment à quel point ça allait être un choc. Comment vous réagissez quand votre avocat, Maître Dupin, vous dit bah voilà, il y a un ADN, ça a matché, c'est le voisin? Alors déjà, quand on nous dit ça, on n'était pas encore au courant de quel voisin c'était. Donc à ce moment-là, on se dit c'est pas possible en fait. Normalement, l'enquête elle avait exclu le voisinage proche, on comprenait pas. Et on nous dit donc finalement donc il y avait un ADN donc qui a matché et que ce serait un des voisins. Donc à ce moment-là, je mène moi en parallèle ma petite enquête où j'appelle un des voisins qui était donc ami de mes parents, où je dis voilà, dans ce que les avocats ont reçu, il est dit que c'est un homme 53 ans, divorcé, et qui a 2 enfants. Je lui dis selon toi qui? Ouais. Et donc là, c'est vrai que pour le coup, il me sort et qui en plus a déménagé. Et il me dit il y a David, mais ça peut pas être David, c'est pas possible. Je dis tu envoies un autre? Non. Donc du coup, et c'est venu comme ça en fait. Et à ce moment-là, moi tout de suite, je dis mais lui, il a été directement. Il a parlé, il a été entendu, les caméras dès le lendemain. Il y a eu une interview de fait et on remonte dans le dossier et c'est à ce moment-là qu'on a revisionné donc son interview à la presse locale, c'était à France 3 où il disait ces quelques mots, ça fait bizarre. On imagine bien le choc total que c'est pour vous. À la fois, il y a un début de réponse, mais c'est quand même la stupéfaction. Ce qui va être de pire en pire, c'est que cet homme va donc être arrêté. On va perquisitionner dans son nouveau domicile, puisqu'il a déménagé, ses ordinateurs, on va fouiller sa vie, on va fouiller sa maison, et là on va aller de découverte en découverte, maître. On va découvrir des cartons de sous-vêtements neufs, on va découvrir sur ses historiques internet qu'il va consulter des sites pornographiques, voire pédopornographiques. On va découvrir des photos de la famille Müller. Racontez-nous. Il faut savoir que ce que racontait tout à fait de manière assez profonde Margot tout à l'heure, c'est que il a fallu identifier et on avait les quelques éléments qui étaient en notre possession et on a fait ce petit jeu de pistes. Et il y a un petit détail qui nous a tous surpris, c'est que quand on a regardé l'interview, on a trouvé qu'il y avait une petite trace là sur son cou qui était marquée le lendemain. Ouais. Alors c'est vrai que c'est particulier parce qu'en plus les filles le connaissaient et puis surtout elles connaissaient les enfants, elles avaient vécu avec eux, quoi. C'est des gens avec qui elles ont vécu. Et donc au travers de tous les éléments qui ont été collectés que vous venez de rappeler, c'est-à-dire qu'en fait on a regardé dans son ordinateur, alors c'est quelqu'un qui vous nous dit et qui dit aux enquêteurs au début non moi je suis pas porté sur la chose, il n'y a pas de volonté de ma part sur le plan sexuel, etc. Pourtant on trouve dans un carton des sous-vêtements neufs. Et puis ensuite quand on regarde dans son ordinateur, alors qu'il a dit qu'il n'était pas du tout intéressé sur tout ce qui était sexualité ou autre, on va trouver des recherches. Alors c'est des recherches qui datent de plus de 10 ans, avec vraiment les enfants qui ont été épiés, c'est-à-dire qu'il y a le profil Facebook de Margot et de Natacha qui ont été visionnés. Il prenait des photos de vous depuis sa maison, depuis son jardin? Alors ça, c'est ce que j'ai lu. Après, j'ai pas eu accès, j'ai pas visualisé ce qu'ils avaient retrouvé, mais c'est ce qui nous a été dit que oui, ils nous épiaient depuis 2009. Il nourrissait une obsession pour Sylviane Müller et pour Natacha et Margot. Ah oui, c'est clair, parce que dans ces recherches, on retrouve des mots, le moteur de recherche, des mots très crus, hein, mais bien évidemment, ça ressort Sylviane. Alors, il y a des choses qui sont complètement absurdes, Sylviane, salope, Bordeaux, donc on voit bien qu'il y a derrière Sylviane une dimension sexuelle. Après, il y a des recherches qui sont faites sur des jeunes filles qui fait l'amour, jeune fille de 10 ans qui fait l'amour, etc., avec d'autres mots, qui sont beaucoup plus crus, mais c'est assez terrifiant. Donc là, on a quelqu'un qui, avec une certaine froideur, va vous expliquer
qu'en fait ça a dégénéré, parce que quand il est rentré dans la maison, alors qu'il avait un petit flirt avec Sylviane Muller... Ça, c'est la version qu'il va livrer. J'avais une histoire avec Sylviane. C'est sa version à la 5e audition, parce qu'au début, il a rien fait, il comprend pas, il est accusé à tort. Donc on lui met l'ADN, on lui met toutes les preuves qu'il y a, non, il bouge pas. Et en fait, il y a un moment qui est assez saisissant, c'est qu'à un moment donné, sa femme le lâche, parce qu'elle dit, ben non, ce soir-là, non, il n'a pas dormi avec moi. Alors qu'il dit qu'il est rentré normalement et qu'il a dormi avec sa femme. Donc ça le lâche, et après, il y a l'enquêteur, c'est assez étonnant, mais dans la technique d'enquête, c'est assez logique, qui se met à le tutoyer et lui dit, mais tu vois, mais c'est peut-être le moment de dire la vérité. Et là, à ce moment-là, il craque, il a un moment de craquage complet, et après il se referme complètement. Et il se referme pour toujours maintenir, alors qu'il a été interrogé plusieurs fois par le magistrat instructeur, avec des absurdités. C'est sûr, ça n'a aucun sens. En fait, la seule chose qui nous a vraiment éclairé sur sa personnalité, c'est l'expertise psychiatrique. Moi, je n'ai jamais vu une telle expertise psychiatrique en plus de 20 ans de carrière. Les experts jamais disent c'est une telle un expertise. Schizoïde, un homme qui n'a pas d'empathie avec les gens, qui ne manifeste pas de relation avec les gens. Alors ça, c'est pas le premier, mais c'est surtout un crime avec une dimension sexuelle sadique. C'est-à-dire, en fait, c'est une catégorisation assez effroyable. Il y en a pas beaucoup, quoi, des personnes comme ça, avec une capacité pendant 10 ans de nourrir un fantasme qui est un fantasme criminel, et le passage à l'acte n'est autre que l'expression de son sadisme. C'est-à-dire, c'est pas par hasard si il y a eu toute cette dimension où les coups de couteau sont portés pour lacérer le corps. Vraiment, il y a de la torture derrière, il y a une espèce de sadisme. Ça a duré 30 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 30 minutes, ça a été pour lui ce qu'on peut exprimer comme étant une forme de jouissance. Et il y a une dimension sexuelle, bien évidemment, qui est reprise dans ce crime, parce que c'est pas uniquement tuer, et ça va même jusqu'à mettre les corps dans une certaine position pour simuler un acte sexuel. Donc il y a vraiment une dimension extrêmement froide, extrêmement réfléchie, et surtout mûrie. On a le profil d'un homme que vous venez de nous décrire, qui sera donc jugé pour ses faits, qui a été expertisé. Natacha, vous, on a là une partie des réponses. Il est encore présumé innocent, il faudra un procès. Quand vous avez découvert tout ça avec Margot, quand vous avez découvert la perversité de cet homme qui vivait en face de chez vous, qui est venu à l'enterrement de vos parents, comment vous avez réagi? Aujourd'hui, comment vous avez intégré tout ça? Je ne sais pas si on l'intègre réellement un jour. C'est un peu comme si on est déconnecté de la réalité. Enfin voilà, on a l'impression que c'est pas réel. On a l'impression qu'on vit dans un film. Donc comment est-ce qu'on l'intègre? Je sais même pas si on l'intègre. Ouais, je sais pas. Et maintenant, vous attendez ce procès. Merci beaucoup, Natacha Miller. Merci beaucoup, Maître Dupin, d'être venu sur le plateau d'Histoire criminelle. On va continuer évidemment à suivre ce dossier en attendant le procès le plus vite possible pour vous. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. On va vous dévoiler des images inédites du casse du Louvre, des images que vous n'avez jamais vues. Vous allez voir les braqueurs à l'œuvre. À tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, c'est la suite d'Histoire criminelle sur LCI. Dans un instant, une invitée exceptionnelle. Nous recevons la patronne de la police scientifique parisienne du casse du Louvre aux affaires de terrorisme en passant par les cold cases. C'est son job, elle va tout nous dévoiler dans un instant, juste après le viseur de Guillaume Fabre. Guillaume, rebonjour. Et dans le viseur, justement, on va parler du Louvre avec de nouveaux éléments et notamment un document exceptionnel qu'on vous dévoile aujourd'hui. Des images inédites que vous n'avez jamais vues de la manière dont ce casse s'est déroulé. C'est un document 7 à 8 qui a été récupéré par Christophe Dubois et Julien Dumont. Vous le verrez en intégralité ce soir sur TF1 à partir de 18h20. Mais voici un extrait, image du casse. 9h35. Le PC sécurité du musée alerte le commissariat. 1 minute plus tard, le premier homme achève le travail à coups de poing et s'empare sans ménagement du diadème de l'impératrice Eugénie. Puis il part prêter main forte à son complice, plus à la peine. Emporte là encore sans ménagement ces chefs-d'œuvre de l'histoire française.
L'opération a pris moins de 4 minutes. Images inédites à retrouver dans la longueur 7 à 8 ce soir sur TF1 à partir de 18h20. Guillaume, ces images, elles sont folles parce qu'on se dit que ce casse, il se fait avec une forme de simplicité incroyable. Oui, en fait, ce sont des braqueurs, on l'a dit, qui sont extrêmement culottés. Ils ont pris des risques considérables. Ils auraient pu se faire prendre. En plus, il s'en est fallu de peu. L'enquête a démontré que ça s'est joué à quelques dizaines de secondes entre le moment où ils parviennent effectivement à s'échapper et le moment où la patrouille de police arrive. Mais oui, beaucoup de sang-froid, pas d'armes à proprement parler. Cette disqueuse, ils découpent, ils cassent la vitre, ils forcent, ils prennent les bijoux et ils s'en vont. Voilà, le casse du Louvre, le musée le plus visité au monde, des trésors nationaux, ça s'est joué au final sur une séquence extrêmement brève. Et on a l'impression que tout est à l'aune de ces images. La simplicité pour voler ces bijoux, mais aussi la manière dont ça va se passer derrière. Ce sont des informations de Georges Brenier du service police-justice de TF1 LCI cette semaine. Imaginez bien que les bijoux du Louvre ont été entreposés plusieurs jours dans un simple parking d'Aubervilliers. À Aubervilliers, dans un box précisément dont on voit les images ici, un simple box. Et on voudrait que parce qu'il s'agit du musée du Louvre et de nos trésors nationaux, on ait un braquage extrêmement sophistiqué. Oui. En fait, il n'en est rien, c'est d'une extrême simplicité. Ce box, vous l'avez dit Philippe, il est à Aubervilliers, il est à proximité de la cité dont sont originaires les principaux suspects. Et donc c'est dans ce box qu'ils ont entreposé leur scooter et aussi qu'ils ont ouvert le sac contenant les fameux bijoux et il y a des images là encore de vidéos qui ont été captées que TF1 s'est procuré à travers Georges Brenier, vous l'avez cité, et qui montrent une chose, c'est que ceux qui sont aujourd'hui suspectés, les bijoux, ils les avaient après le casse et que surtout ils les ont manipulés de façon assez ordinaire, ils les ont sortis simplement pour se dire bah ça y est, c'est fait, on les a. Il y a rien de très complexe, il y a rien de très élaboré, il y a une extrême simplicité de gens qui finalement repartent de là où ils sont originaires, c'est-à-dire de cette cité à proximité d'Aubervilliers. On voit ici les différents profils qui vont défiler de ces malfrats qui ont été arrêtés grâce au travail qui a été fait, un travail d'enquête remarquable et très rapide. Les bijoux sont toujours dans la nature. Qu'est-ce qu'ils donnent comme version, ces malfrats, aujourd'hui, maintenant qu'ils ont été entendus sur le fond du dossier? En fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a une piste probablement du côté de l'Europe de l'Est, qu'ils auraient été approchés, qu'il y aurait eu une commande. C'est cela qu'on a pu entendre. Enfin, en tout cas, c'est leur version. Des informations qui filtrent, évidemment. Sauf que ces pistes, certaines d'entre elles ont été explorées du côté des Balkans, du côté du Monténégro, notamment, du côté de l'Europe de l'Est. Jusqu'à présent, ça n'a strictement rien donné. Ce que soupçonnent aussi les enquêteurs, c'est une manœuvre un peu dilatoire. On essaye de gagner du temps. Et surtout, on joue la carte de la montre parce que s'il devait y avoir un procès, au final, vous n'avez blessé personne, vous n'avez agressé physiquement personne, vous n'encourez pas nécessairement une peine particulièrement sévère ou particulièrement longue parce qu'il n'y a pas de dimension terroriste, grand banditisme, brutalité, agression physique. Et donc, si vous faites une courte peine de prison, vous pouvez toujours espérer sortir et là, récupérer les diamants et finir multimillionnaire. Donc, c'est un scénario qui peut se tenter et qui peut expliquer aussi que on a des gens qui, au mieux, disent pas grand-chose ou, au pire, donnent des fausses pistes. En attendant de sortir pour récupérer le butin et vivre heureux au soleil. C'est une probabilité. Absolument incroyable. Merci beaucoup, Guillaume. Vous restez avec moi. Tout de suite, on va rejoindre notre grand témoin de la semaine. Et notre grand témoin de la semaine, c'est une invitée exceptionnelle, la patronne de la police scientifique parisienne. Christelle Sircoupet, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir choisi Histoire criminelle pour venir nous dévoiler les coulisses du labo. C'est comme ça qu'on l'appelle, celui absolument incroyable où se dénouent bon nombre d'affaires. C'est ce que vous racontez aussi dans un livre, on le voit, hein, c'est ça, ce labo, c'est chez vous, ça c'est à Saint-Denis, c'est un bâtiment neuf depuis 2021, 11 000 mètres carrés. Vous y accueillez plus de 40 000 scellés en 2024, c'est totalement faux, on va reparler de tout ça. Parce que c'est ce que vous évoquez dans votre livre qui est paru cette semaine. Le crime parfait n'existe pas. Voilà une bonne question à vous poser. D'ailleurs, on va en parler. Je me permets, on ne va pas vous poser beaucoup de questions sur le Louvre parce que c'est une affaire que vous traitez, qui est en cours et sur laquelle il y a évidemment le plus grand secret. Vous avez bien raison. Mais c'est vous qui avez traité les scellés du Louvre. Quand vous avez vu le casse, vous vous êtes tout de suite dit « Ouf, ça va arriver chez nous, ça va être une grosse affaire ». Oui, évidemment. Donc dès le dimanche matin, quand je reçois les notifications sur mon téléphone portable, je suis convaincue que c'est une affaire qui va arriver au labo.
Donc je fais un petit texto au chef de la BRB en lui souhaitant bon courage et en lui disant qu'évidemment mes équipes étaient prêtes pour analyser les scellés. Donc plusieurs fois dans la journée, on reste en lien. Les constatations sont longues, on l'a vu sur les images précédemment. Les constatations durent toute la journée. En fait, ces textos, ils sont là pour dire qu'on est mobilisé et aussi pour quand est-ce que les scellés vont arriver, quand est-ce que je dois engager les personnels, est-ce que ça va être le dimanche soir, le lundi matin. Bon, les constatations ont été assez fastidieuses, assez longues, donc les premiers scellés vont arriver le lundi matin au laboratoire. Je vous torture pas plus sur le Louvre, affaire en cours, évidemment, et c'est le secret de cette enquête pour qu'elle aboutisse. Mais le Louvre, c'est un bon exemple de tout ce que vous pouvez traiter. Vous nous racontez dans ce livre, vous nous faites une visite guidée. D'abord, ça commence comme ça, on rentre dans le labo avec vous et vous allez nous faire le tour des étages, parce qu'on y traite un tas d'affaires incroyables. Les affaires comme le cas du Louvre, des cold cases, mais aussi des affaires terribles, les actes terroristes, des affaires criminelles. Il y a un étage, vous nous expliquez, dédié aux stupéfiants. Il y a un étage dédié à la balistique, les armes, les munitions, les trajectoires, par exemple. Si on s'arrête à cet étage-là, c'est à quel étage ? C'est au deuxième étage. Deuxième étage. Si on s'arrête au deuxième étage, on y fait quoi dans ce secteur, dans cette section ? Alors dans cette division qui s'appelle la division armes et munitions, on va bien entendu faire l'analyse des armes, l'analyse des munitions, des éléments de munitions. Par éléments de munitions, j'entends les projectiles et les étuis. On va également, dans cette division armes et munitions, analyser les résidus de tir. Ce sont des particules métalliques qui, à l'issue d'un tir par arme à feu, vont venir se déposer sur les mains, mais également sur les vêtements. Donc dans cette division, on peut pouvoir dire qui a tiré, mais également comment, avec quelle arme. L'arme qui va arriver chez nous, on va dire c'est une arme de tel calibre, tel modèle. Est-ce qu'elle a été endommagée ? Est-ce qu'elle est en état de fonctionnement ? Et grâce à la recherche dans le fichier balistique, on va pouvoir dire est-ce que cette arme a également servi dans une autre affaire. Voilà. Il y a un autre étage, on continue à avancer, qui est le vôtre, qui est celui de la biologie, de l'ADN, le vôtre parce qu'à la base, c'est votre cœur de métier, exactement, maintenant vous chapeautez tout ça. L'ADN qui est évidemment au cœur aujourd'hui de très nombreuses enquêtes, mais autant, j'ai envie de dire, que la balistique, que tout ce que vous pouvez faire au sein de ce labo. L'ADN, est-ce que, on dit beaucoup, c'est la reine des preuves, vous le reprenez cette expression d'ailleurs dans le livre, c'est la preuve aujourd'hui qui peut tout faire basculer, c'est vraiment la reine des preuves ? Alors, il y a 30 ans en arrière, quand on a commencé à analyser l'ADN et qu'elle est arrivée au cœur des enquêtes criminelles, oui, on a pu croire que c'était la reine des preuves parce qu'elle amène un élément probant, robuste, devant la justice. Donc, effectivement, au début, on a pu penser que c'était la reine des preuves. Après, on s'aperçoit que cet ADN, il est transportable. Un mégot peut être déposé sur une scène de crime, on l'a vu, pour faire accuser quelqu'un. On a vu également l'histoire d'un préservatif. Voilà, un concierge parisien qui allait récupérer des préservatifs usagés dans les poubelles de l'immeuble et qui violait des jeunes femmes et déposait ce préservatif usagé sur les lieux. Et là, c'est là où l'ADN est très important, c'est-à-dire qu'on va faire des analyses évidemment dans ce préservatif à l'intérieur pour regarder évidemment s'il y a du sperme et à partir des spermatozoïdes établir un profil génétique, mais également notre travail est aussi de faire le lien avec la victime. Donc on va faire un prélèvement sur la face externe du préservatif et à partir de ce prélèvement on s'aperçoit qu'on a un ADN féminin mais qui ne correspond pas à l'ADN de la victime. Donc cet élément, quand il est transmis aux enquêteurs, ça leur met la puce à l'oreille, ils se disent non, là il y a un truc qui ne va pas. Une enquête, une investigation sur évidemment le concierge, l'entourage proche de ces jeunes femmes et un élément qui est déterminant. Après, comme cet ADN est transportable, il peut avoir également, on entend aussi des transferts d'ADN. Voilà, il faut toujours le mettre au regard du contexte de l'affaire. C'est passionnant parce qu'on voit à quel point à la fois ça apporte des vérités, mais qu'il faut les contextualiser. Toujours. Qu'il faut les comparer. C'est très extrêmement minutieux que vous racontez dans ce livre. On a une autre petite illustration. Vous avez eu la gentillesse d'ouvrir les portes du labo à TF1 et LCI. Le travail fait sur les cheveux, notamment. Petit extrait. Les cheveux, c'est la spécialité de ces deux experts. Alexandre cousse cette mèche prélevée sur une victime, potentiellement droguée à son insu. Il va ensuite la découper, centimètre par centimètre.
On considère que pour un être humain, le cheveu pousse entre 0,7 et 1,2 cm par mois. En fait, ça nous permet de suivre l'historique de la consommation de la personne qui a été prélevée. C'est absolument fascinant parce qu'on se rend compte de tout ce que ça permet d'apporter. Vous êtes, la question la pire, des scientifiques ou des policiers? Des scientifiques policiers? On est les deux à la fois. On est scientifique, on a des diplômes, soit docteur en biologie, en physique, en chimie, en toxicologie, des masters également. Donc on est scientifique, mais on fait partie de l'institution police nationale. Le service national de police scientifique, c'est un service actif de la police nationale. Est-ce que quand vous travaillez sur ces scellés, donc je le disais, plus de 40 000 scellés en 2024, c'est dire le travail que vous accomplissez, est-ce que vous connaissez le contexte des affaires? Est-ce qu'on vous dit, voilà, on travaille sur telle affaire de meurtre, telle affaire de viol, il faut que tu nous aides à trouver des réponses? Ou est-ce que vous travaillez de façon hermétique à l'enquête? Ces 41 000 scellés correspondent à environ 21 000 dossiers. Donc on ne peut pas pour chaque dossier connaître le contexte de l'affaire. Évidemment, le cas du Louvre, on connaît le contexte de l'affaire, on est en lien avec les enquêteurs. Toutes les affaires qui sont un peu médiatiques, sensibles, les experts judiciaires du laboratoire sont en lien avec les enquêteurs. Pour la grande majorité des affaires, on a très peu d'éléments. On a ce qui est noté généralement sur l'étiquette de scellé. Si on a besoin d'informations, on va appeler les enquêteurs. Je pense que on travaille de toute manière avec des procédures qui sont bien établies, qui sont précises. Il faut faire attention aussi quand on a trop d'informations de ne pas tomber dans un biais cognitif, dans un effet tunnel. Il faut garder le discernement nécessaire. J'ai souvenir quand j'étais expert il y a quelques années, le lundi matin, j'avais un OPJ qui me téléphonait pour des affaires de viol, généralement après des soirées. Et souvent les victimes... Enfin, c'est le choc post-traumatique. Ne se souvenait plus très bien en fait de ce qui s'était passé. Donc souvent elle disait non, je pense pas que l'individu ait éjaculé, j'ai peut-être été violée. Puis finalement, il faut respecter les procédures et on s'aperçoit que dans la majorité des cas, effectivement, il y a du sperme et on établit un profil génétique à partir de ces éléments-là. La nécessité donc de garder un certain il faut garder recul. de la distance et il faut avoir des informations, mais on travaille selon nos procédures pour éviter de passer à côté de cet effet, rentrer dans cet effet tunnel et passer à côté de preuves. Ça va nous emmener aussi au recul nécessaire face à ses propres émotions. Mais avant cela, Guillaume, vous avez lu avec attention ce livre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tous les experts de la police scientifique font un travail remarquable aujourd'hui qui rend le crime parfait, je veux dire, presque impossible? Oui, on peut le dire. Enfin, en tout cas, en un siècle, depuis Bertillon et le bertillonnage jusqu'à aujourd'hui, dans l'histoire de la police parisienne, les progrès sont considérables. Et ça s'est beaucoup accéléré sur les 30 dernières années. Quand on vous lit, on comprend qu'il y a 30 ans, 40 ans, il fallait presque 1 litre de sang et un prélèvement immédiat pour extraire un groupe sanguin. Et aujourd'hui, une microgoutte des années après permet d'établir un profil génétique. Donc on a beaucoup progressé. Et effectivement, ça nous amène à une question. C'est finalement le crime parfait, c'est terminé. Enfin, maintenant, avec ce bâtiment à Saint-Denis, les techniques modernes et les scientifiques qui sont à vos côtés, plus personne ne peut espérer faire disparaître un corps et qu'on ne le retrouve plus jamais. Alors le crime parfait n'existe pas effectivement aujourd'hui avec toutes les techniques. On peut penser que c'est illusoire effectivement. Puis même si ce principe date d'il y a plus de 100 ans, le principe d'échange de l'ocar, un criminel quand il agit va laisser sur la scène des traces et indices et va en amener avec lui, est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc c'est sûr que maintenant, la science est faisant des progrès incessante depuis des dernières années, va être difficile. On laisse des traces, qu'elles soient ADN, papillaires, numériques, et ces traces-là ne s'effacent pas. Donc si la scène de crime est bien appréhendée, les investigations des enquêteurs sont faites rigoureusement et les progrès de la science, sachant aussi que l'être humain est faillible. Bien sûr. Donc, il faut miser sur les failles de l'adversaire. Exactement. Donc on peut penser que le crime parfait n'existe pas. Ça amène à résoudre des enquêtes absolument incroyables. Je le disais, vous avez un champ de compétences très très large, les affaires criminelles, les affaires de terrorisme, mais aussi les cold cases, vous travaillez dessus, vous le racontez dans l'ouvrage, notamment l'affaire Antoine Belmonte. C'est très intéressant que vous nous racontiez comment vous allez analyser les scellés. Peut-être, Guillaume, rappelez-nous, pour nos téléspectateurs, l'affaire Antoine Belmonte, qui est assez spectaculaire aussi. Oui, c'est une affaire incroyable parce que c'est un homme, Antoine Belmonte, qui se fait assassiner à tort parce que l'auteur cherchait un autre Antoine Belmonte. Il y a une histoire d'homonymie.
Ça se passe en 2003. Antoine Belmont, victime, il a 53 ans. Il regarde par l'œilleton de sa porte et il prend une balle pleine tête. Il meurt. Et ça se passe à Pantin. Et là, sa femme dit, mais il n'a aucun ennemi, il a une vie ordinaire. Pourquoi lui ? Pourquoi comme ça ? Et donc, l'enquête permet d'établir qu'en réalité, il y a probablement une erreur, que c'est un autre Antoine Belmont qui est visé, qui lui est policier, qui étant policier a été accusé en 1992 d'avoir tué un jeune âgé de 13 ans dans un quartier sensible. Il a été jugé pour ces faits, sauf qu'il a été condamné pour homicide involontaire. La peine de prison, c'est 5 ans avec sursis. Et émerge un homme qui se pense un peu chevalier blanc et qui se dit mais moi je vais venger ce jeune de 13 ans et tuer Antoine Belmont. Sauf qu'il ne tue pas le Antoine Belmont policier, il tue un Antoine Belmont homonyme vivant à Pantin. Mais ça, pour l'établir, il faut un gros travail de police technique et scientifique. Et il va laisser sur la tombe de ce jeune une lettre mise dans une boîte. Il y a des prélèvements qui vont être faits sur cette lettre mise dans les boîtes. À l'époque, ça ne va pas donner grand-chose. Et vous allez les reprendre. Voilà. Donc le Service national de police scientifique dispose d'un dispositif Cold Case, c'est une sorte de conseil forensique où qui va engager un collège d'experts dans chaque laboratoire. Oui. Il y a 5 laboratoires de police scientifique, il y a des experts dans chacune des spécialités. Donc le dossier nous est confié par le pôle Cold Case. Cette procédure est transmise aux experts ADN. Elle est examinée et on regarde les prélèvements qui ont été faits. On dit qu'on peut, à l'époque on travaillait avec moins de marqueurs génétiques aujourd'hui, donc déjà on peut compléter un profil génétique, on peut aussi faire une recherche de parentèle via le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, et sur cette boîte on constate que des prélèvements ont été faits uniquement à l'extérieur de la boîte et pas à l'intérieur de la boîte. Donc l'expert demande des prélèvements et fait réaliser des prélèvements à l'intérieur de cette petite boîte. Et on obtient ce profil génétique à partir de ces prélèvements. Déposant probablement la lettre dans la boîte. Exactement. Il a dû laisser son empreinte génétique à l'intérieur de la boîte. Ça n'avait pas été fait, ça n'avait été fait qu'à l'extérieur. C'est absolument incroyable. Ce travail aussi, il est très dur parce que vous travaillez sur des situations extrêmement difficiles par moment. Vous m'avez raconté notamment, c'est un bon exemple, la première affaire que vous avez traitée quand vous êtes arrivé au labo, qui était une affaire extrêmement difficile pour vous. Oui, je suis arrivée en septembre 2003, donc j'étais docteur en biologie, donc je connaissais l'ADN, je connaissais la biologie moléculaire, mais la criminalistique, comment appréhender les scellés, ça, il n'y a pas à l'époque, il n'y avait pas de formation qui nous préparait à ça. Donc j'apprends sur le terrain et ma première affaire, c'est une affaire de viol sur mineur. Donc ma tutrice m'explique comment faire et quand j'ouvre le scellé, c'était un petit slip et un petit short taille 4 ans. Donc là, effectivement, il y a une émotion qui est là, qui est présente. Et donc j'applique la fameuse procédure dont je vous parlais tout à l'heure. Et à l'issue des résultats génétiques, je n'ai pas justement de résultats génétiques. Donc je ressens la frustration, de la déception. Et quand j'en parle à l'expert en charge du dossier, je me souviens, l'expert m'a dit, mais ne pas avoir de résultats, c'est déjà un résultat en soi. On n'invente pas des preuves en fait. Elles y sont ou elles n'y sont pas. On a fait ce qu'il fallait. On n'a rien obtenu. C'est un résultat et ce résultat, on va le transmettre aux enquêteurs. Vous vous êtes retrouvé dans une situation en partie similaire. Au moment de l'attentat de Nice, vous travaillez au labo de Marseille. C'est lui qui va récupérer les scellés qui ont été faits au moment de ce terrible attentat, de ce camion qui va foncer le soir du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Il y a beaucoup d'enfants parce que c'est un moment festif. Et là aussi, vous êtes de nouveau à la fois l'expert qui doit apporter des réponses, mais avec un poids très dur qui est celui de toutes ces familles. Et vous ne pouvez pas l'ignorer. Cette affaire, elle est marquante, d'une part parce que j'ai des proches qui sont présents. Je reçois un texto à minuit me disant « tout va bien, ne t'inquiète pas ». Je sais qu'elle va arriver au laboratoire. On est en plein été, on est le 14 juillet, on est effectif réduit. Les gens m'appellent spontanément pour me dire « Christelle, je suis dispo si tu as besoin de nous ». Voilà, il faut se concentrer, il faut gérer ses émotions, il faut canaliser ses émotions, on ne peut pas se laisser gagner par l'émotion. Donc j'ai pour habitude de dire j'enfile ma carapace, il faut avoir cette froideur, ce discernement nécessaire pour gérer. Les constatations sont, la scène de crime est longue aussi, les constatations vont être très longues de fait, et il va falloir gérer les priorités. Donc première priorité, l'identification des victimes.
en lien bien entendu avec l'ASDAT, la sous-direction antiterroriste qui a cette affaire, qui gère cette affaire, et puis ensuite les prélèvements dans le camion pour éventuellement déceler des complicités, et puis les perquisitions dans les pièces à conviction issues des perquisitions dans un deuxième temps. Tout ce travail, on va en dire un mot, ça servira de teasing pour aller acheter votre livre. Ça vous permet ensuite d'aller parfois aux assises, d'être l'expert nommé qui va venir défendre devant les avocats son travail. Vous allez être parfois malmené. C'est le grand théâtre des assises, comme le disait Éric Dupond-Moretti, que vous recitez dans le livre. C'est pas facile comme exercice. C'est pas facile comme exercice, mais je me souviens aussi de ce que me disait ma directrice, ma première directrice. On n'est pas accusé, donc on va pas défendre un dossier, on va présenter nos conclusions, donc des résultats scientifiques objectifs pour que la justice puisse se faire, le juré puisse se faire leur intime conviction. Donc il faut se préparer. Il faut anticiper les questions éventuellement, et puis il faut aussi apprendre à vulgariser nos résultats. Faut pas la cour d'assises, c'est la fille de la Révolution française, c'est le peuple jugé par le peuple, donc il faut vraiment être accessible. Et oui, il faut préparer, et puis il faut aussi avoir de la répartie, avoir une certaine posture et venir sans note. Et venir sans note. Les experts, on a droit à toutes nos notes, on a droit à nos dossiers, voilà, mais il faut garder son calme. Comment on se prépare quand on est un expert de la police nationale? Vous le saurez en lisant Le crime parfait n'existe pas, c'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Christelle Tiacoupet, d'être venue sur le plateau d'Histoire criminelle. C'était passionnant de vous entendre. Cette émission, c'est à retrouver évidemment en podcast sur toutes les plateformes pour écouter Christelle Tiacoupet avant d'acheter le livre et de vous plonger dans les secrets du labo de la police nationale. Merci beaucoup d'être venu. Guillaume, à la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous dimanche pour d'autres histoires criminelles.